Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Donc, je reviens de vacances, on va reprendre progressivement le rythme des vidéos, mais avant toute chose, je vous souhaite à tous un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. J'espère que l'année 2025 sera une opportunité pour vous, une opportunité de rechercher, trouver, même de manière générale, investir. Là, je vais lire un article qui parle justement de comment placer son argent en 2025. Je vais faire des commentaires sur cet article et on y va. Donc, il s'agit d'un article sur Capital, premier site économique de France. Placement ou placez vos étrennes en 2025. Les meilleures solutions d'épargne. Vous avez reçu des étrennes à l'occasion des fêtes et cherchez le meilleur moyen de les faire fructifier. Livret, assurance vie ou encore ETF. Tour d'horizon des placements les plus attractifs pour investir une petite somme début 2025. Les étrennes de fin d'année sont une occasion idéale pour booster son épargne. Que vous ayez reçu une enveloppe généreuse ou une petite somme symbolique, bon ça on s'en fout un peu, gna gna gna. Les livrets réglementés, un incontournable. Si vous cherchez une solution simple et efficace, je suis désolé, je rigole déjà, c'est déjà mauvais signe. Les livrets réglementés comme le livret A, le LDDS ou encore le livret d'épargne populaire reste la solution à privilégier. Oui, bon bah d'accord. Le taux du livret A et du LDDS devrait passer de 3% actuellement à 2,5% le 1er février. Si l'ensemble de vos livrets réglementés sont au plafond, vous pouvez également considérer les livrets bancaires non réglementés. Oui, bon bah d'accord. Ensuite, investir dans une assurance vie pour des projets futurs. Si vous envisagez de placer vos étrennes à plus long terme, l'assurance vie peut être une solution flexible et performante. Avec un contrat multi-support, vous pouvez investir à la fois dans des supports d'investissement sécurisés, les fonds en euros sans risque de perdre votre mise ou des unités de compte UC plus risquées mais potentiellement plus rémunératrices. Le rendement moyen des fonds en euros devrait s'afficher autour des 2,5%. Pour les UC, une moyenne est plus difficile à établir, car ces supports vous permettent d'investir dans une multitude d'actifs. De plus, l'assurance vie permet de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux, surtout si vous conservez votre contrat au-delà de 8 ans. Même avec un faible montant initial, vos étrennes peuvent ainsi poser les bases d'une longue durée, adaptée à vos projets futurs. Parce qu'avec l'assurance vie, ce qui compte pour calculer le délai de 8 ans, c'est la date d'ouverture du contrat, quel que soit le montant investi. Même les petites sommes feront l'affaire. Ensuite, sautez le pas des ETF, une porte d'entrée en bourse. Enfin, peut-être ferez-vous partie des Français qui sauteront le pas des ETF en 2025. Si vous êtes toutefois prêt à prendre un peu plus de risques pour espérer un rendement supérieur à moyen ou long terme, ces fonds indiciels cotés répliquent la performance d'un indice ou d'un actif, permettent d'investir en bourse avec des frais réduits. Avec quelques centaines d'euros, vous pouvez déjà diversifier votre portefeuille en choisissant des ETF accessibles sur un PEA, une assurance vie, etc. Privilégiez un portefeuille d'ETF le plus diversifié possible en termes de géographie ou de secteur d'activité. Si vous n'avez qu'un ETF à choisir, concentrez sur un ETF monde qui réplique un indice regroupant les plus grandes bourses du monde comme le MSCI World par exemple, qui vous permettra de suivre la performance des plus grandes entreprises mondiales. Bon écoutez, cet article, 2/3 c'est un peu de la merde. Pourquoi? Parce que ces solutions qu'il propose, je dirais telles que les livrets contre épargne, je trouve que ce sont des performances complètement minables. L'assurance vie, il y a quand même une utilité, je pense plus que le PEA. Ce qui est bien, c'est qu'on parle de plus en plus d'ETF. Et cet article-là parle de la chose la plus importante sur les ETF, c'est
la diversification. Ne pas être sur un ETF qui a, comment dire, qui réplique un indice de niche, si on peut dire ça. Tiens, je vais vous montrer mes différents ETF et on va aussi voir quels sont d'autres ETF qui peuvent être bien. Donc là, je suis sur mon portefeuille à rendement BUX. Donc là, Invesco, EQQQQ, machin chose. Donc là, rendement très petit, très faible, peu de frais distributifs. Bon, après le score ESG, bon, moi je suis pas très dans la moraline, donc si vous êtes comme ça, tant mieux pour vous, mais moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, voilà. Et donc vous voyez, depuis 2009, ça a augmenté de manière constante. Le prix est de maintenant 107 € depuis le 24 décembre. Retour sur 5 ans, alors vous voyez, retour sur 1 an. Il compte augmenter le dividende. Alors là, bien sûr, il y a une mainmise sur la technologie parce que le Nasdaq, c'est un indice qui, comment dire, qui reflète le marché des technologies, principalement aux États-Unis. Composants principaux, Apple, Microsoft. On avait déjà vu ça il y a quelques vidéos. Là, Morningstar Developed Market Dividend Leaders. Après, je vous ai dit, il ne faut pas être dans des trucs de niche. Bon, là, c'est suffisamment diversifié. Regardez là. Certes, c'est des entreprises qui ont des bons dividendes, mais ce n'est pas des marchés, c'est pas des entreprises qui sont dans des choses de niche. Vous avez la finance, c'est suffisamment diversifié. Vous avez Cypher, etc. BNP Paribas. Et enfin, pour ce portefeuille, alors là, j'ai le S&P 500, le marché américain. Un rendement d'1,44. L'autre, attendez, il était à combien? 4,65. Voilà, c'est toujours ça, un plus petit rendement, mais qui augmente. L'autre, 4,65, peut-être qu'il va, diminuer, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, depuis 2020, c'est une courbe pour la plupart ascendante. Retour sur 5 ans, plus 111%, c'est magnifique. Bon, historique dividende, ça n'a pas trop augmenté. Bien sûr, la technologie, c'est... Ensuite, mon deuxième portefeuille, alors là, mon premier portefeuille en rendement, il y a plus d'ETF parce que je veux mettre des ETF distributifs qui vont me donner des bons rendements, suffisamment diversifiés pour qu'ils diminuent le risque de baisse de la valeur du portefeuille. Et là, je suis sur le deuxième portefeuille à croissance. Donc le but, c'est d'avoir un capital pour vraisemblablement la retraite. Et j'avais, c'était quand c'était assez tôt en fait. Van Eck Morningstar Global Wide Mode. Donc une bonne performance. Moi, comme d'habitude, je regarde pas sur le court terme, c'est sur du long terme et depuis le début. Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Suit un indice qui se concentre sur les entreprises avec un avantage compétitif durable. Ils ne distribuent pas de dividendes, ce qui signifie que tous les gains sont réinvestis. Oui, c'est un ETF accumulatif. Là, vous voyez, il y a un équilibre sur les secteurs et les pays. Prédominance aux États-Unis, écoutez, c'est normal. Alors là, ça par contre, je ne sais pas, parce que là, on dirait des entreprises bof, dont je n'ai jamais entendu parler, ni d'Ève ni d'Adam. Safran, Sanofi, Safran, oui, bon, je connais, c'est un petit peu, je sais pas, on va voir. Ouh là 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 là, ouais, bof.
Sanofi, ça c'est mieux. Bah, ces entreprises, Airbus, Zimmer, Young China, oulala, c'est le pays de Mao ça. Je me demande si j'investis dans ces entreprises-là, est-ce que j'aurai un crédit social? Je l'espère. Bon, écoutez, oui, ce sont des... Bah... Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais garder ça. Il y a peu de frais. Quel est mon intérêt d'avoir ça? Bah, faudra que je réfléchisse hein, sur ça. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Le problème, c'est que les ETF, certes, c'est un premier pas en bourse, etc. Un panier d'actions permettent de diminuer le risque, mais après, ça ne présente pas des rendements exceptionnels, contrairement à des actions de base. Et puis, il y a un manque, de personnalisation. Parce que quand vous investissez en bourse, il y a quand même vous donnez une partie de vous-même, dans le sens, il y a vos convictions, vos coups de cœur, etc. Bah, je me souviens, j'avais investi sur Blizzard, avant qu'il soit racheté par Nvidia ou Microsoft, je sais plus. Peut-être Microsoft. Mais dans tous les cas, j'avais pris ça, bon, c'était une bonne action. J'avais aussi un coup de cœur parce que ça me rappelait des jeux comme Warcraft, entre autres. Donc, oui, il y a un manque de personnalisation. Certes, c'est pour vraiment les débutants, mais il faut quand même prendre un petit peu plus de risques de s'exprimer dans la bourse. Après, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a un risque que votre portefeuille, que la valeur de votre portefeuille diminue, tout simplement s'il y a par exemple énormément de personnes qui vendent leurs actions quand il y a une baisse de marché, ce qui va peut-être se passer en 2025. S'il y a une vente à perte des actions, les ETF, la valeur des ETF vont diminuer. Il y a aussi, certes, un manque de personnalisation dans les ETF, mais il y a aussi le fait que il y a une uniformisation des périodes dans la bourse, puisque si tout le monde achète des ETF, vous aurez des ETF qui seront prédéfinis selon un cycle, donc ils seront beaucoup plus prévisibles. Et donc pour des très débutants, je suis un peu dubitatif sur ça. Leur promettre, leur dire que les ETF c'est cool, etc. Moi je suis dubitatif, même si dans le fond la personne a raison sur les ETF. La personne a raison parce que il faut être diversifié, il faut être sur des indices globaux. Mais pour un extra débutant, je pense une action et un ETF pour commencer. Voilà. Ensuite, pour les assurances vie, alors l'assurance vie. Donc je serai encore plus dubitatif. Le problème c'est que les assurances vie, tout ce qui est multiplacement, on va voir quel est le taux de l'assurance vie en 2024 de manière générale, 2,5%. De manière générale, bien sûr. Après, ça va être selon les banques, il y aura un rajout. Je suis sur un assurance vie BNP Paribas multiplacement 2. Donc l'assurance vie, c'est pas seulement pour tout ce qui est maladie, etc. C'est aussi pour des projets. Et donc, donc ça permet de mettre sur un compte en euros qui aura un rendement fixe et des placements qui seront, comment dire, comme disait l'article,
beaucoup plus instable selon les placements. Bon. Et là, bien sûr, si vous à partir d'un certain nombre d'années, vous aurez l'optimisation, une diminution fiscale. Des prélèvements sociaux seront également prévus à hauteur de 17,2% au lieu des 30% que vous aurez. Et donc c'est exactement ce que dit sur ChatGPT, fonds en euros. Donc les fonds en euros, c'est la liquidité. Les placements, ce qu'on appelle les supports en unité de compte, 65 fonds. Bon, investissement socialement responsable. Des thématiques liées à l'eau, c'est Air Liquide ou de changement climatique. Oui, bon, d'accord, c'est pas trop ma tasse de thé. Support immobilier au PCI, placement collectif immobilier. Oui, après, c'est selon votre profil à risque. Moi, j'ai mis un profil équilibré. Donc voilà. Frais associés, frais sur versement. Bon, par contre, les frais sont nuls. Hein. Par rapport à ce qu'on peut avoir. Enfin, les frais, sont à peine en dessous des rendements qu'on peut avoir. Donc, là, vous voyez 2023, 3% brut. Ça va encore plus diminuer. Bon, voilà. On va voir sur une autre conversation que j'ai eue. Ce qui est bien, en fait, c'est une conversation liée. Là, vous voyez Finance Scénique. C'est ma chaîne YouTube. La précédente fenêtre, c'est investissement, parce que je pose aussi des questions qui ne peuvent pas être forcément liées à ma chaîne YouTube. Mais là, vu que je fais une vidéo sur les placements en 2025, c'est aussi lié. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Écoutez, il dit la même chose, hein, c'est moins précis. Hein. Donc, arbitrage, oui, progressif. Ce qui est bien, c'est que oui, on peut se dire, mais on va rééquilibrer, etc. Je vais peut-être faire ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est le réflexe de dire à chaque fois utiliser des contre-épargnes et surtout là, les livrets. Les livrets, ça ne comble pas l'inflation. Vous avez des rendements, des taux d'intérêt qui sont faibles. Même le taux d'intérêt, le livret d'épargne populaire diminue. Il était à 6%, maintenant il est à combien purée, il était même à 5%, maintenant il va passer à 4%. Purée, mon Dieu, nom d'une pipe. Nom d'une pipe en bois. Pourtant, le livret d'épargne populaire, il était pas mal. Hein. Mais vous n'allez pas créer votre richesse avec un livret A et un livret d'épargne populaire. Le mieux, c'est de les utiliser comme fonds d'urgence. Certains vont laisser peu d'argent sur ça. Je ne suis pas vraiment d'accord. Il faut pas, il y a bien sûr un maximum, un plafond maximum, contrairement à ce qu'il y a dans le compte épargne. Je vous conseille de mettre au moins d'enlever 50% de vos livrets. Si vous avez par exemple 10 000 euros, enlevez la moitié. Il faut, garder maximum 4 000 euros. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a des imprévus. Si vous avez des enfants, je pense qu'il vaut mieux garder 4 000 euros. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez de l'argent en plus, ne mettez pas un autre livret. Ne créez pas un autre livret. Moi, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait cette erreur-là? Je sais pas. J'aurais peut-être dû ne pas avoir un autre livret. C'est juste qu'on me concentrait sur le livret d'épargne populaire. Mais c'est la vie. Je débutais à peine sur la bourse, donc bon. On fait ce genre d'erreur. Peut-être mettre un peu plus... risquer un tout petit peu votre argent. Mais un tout petit peu, un chouïa, un soupçon. Un soupçon. Je pense qu'en 2025...
je vais prendre des décisions. Concernant mes livrets, je vais en retirer. Il faut qu'il reste 4 000 euros. En soi, c'est pas grave, comment dire. De toute manière, vous aurez des taux d'intérêt qui vont être là, présents. Mais par pitié, ne vous concentrez pas sur ça. Investissez en bourse, investissez même sur de la crypto-monnaie si vous voulez avoir des rendements meilleurs. Donc, voilà pour ça. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez 10 000 euros sur un livret, enlevez la moitié, mais gardez max 4 000 euros. Parce qu'il y en a certains qui, je ne sais pas vraiment, comme je vais me répéter, mais j'aimerais que ça soit dans la tête des gens, parce que le livret, on a toujours ce cliché que ça soit quelque chose de sécurisant. Non, c'est une prison dorée. C'est un cocon. Laissez votre argent, un petit peu d'argent. Et ensuite, pour moi, mettre un peu moins d'argent sur l'assurance vie, tout ce qui est fonds en euros, le fonds en euros, j'enlève. Pour réinvestir en bourse ou en crypto-monnaie. Après, je peux aussi voir pour les PER, plan d'épargne retraite. Le problème, c'est que le plan d'épargne retraite, les taux d'intérêt ne sont pas géniaux. 2,5 à 3% en moyenne. Le problème, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des avantages fiscaux alors que les taux d'intérêt sont faibles? Au bout d'un moment, je ne pense pas. Mais peut-être mettre un petit peu d'argent sur un PER. Mais après, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai un deuxième portefeuille qui me prépare, entre autres, à ma retraite. Et donc, j'hésite. Peut-être ce PER-là sera un plan de secours. Je ne sais pas, on verra bien. Donc, en soi, c'est pas une question aussi d'avoir des rendements plus intéressants avec la bourse et les crypto-monnaies. C'est aussi le fait que, tout simplement, il faut se diversifier. Je trouve que cet article-là, c'est vraiment pour les gens qui n'ont même pas vu, limite, qui regardent jamais YouTube. En soi, je mettrais comme note 4 sur 10. Parce qu'en plus, ça parle des ETF en plus ou moins en bien, mais c'est assurance vie, c'est moyen. Alors les livrets, c'est de la daube. Écoutez, voilà. C'était une vidéo dense, mais importante. Je parlerai de tout simplement une des raisons pour lesquelles j'ai investi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon 31 décembre et une bonne année. Ciao.